Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. Julien, ça va très bien, merci. Alors du coup, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Julien, je suis le PDG cofondateur de Seven Shapes. Chez Seven Shapes, on crée des supports de formation et on fait de la formation à tout ce qui touche à l'excellence opérationnelle et au lean. Donc que ce soit l'excellence opérationnelle pure, logistique, environnementale aussi un petit peu. On travaille dans plusieurs pays et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a souhaité faire un petit webinaire là-dessus pour parler un peu des grands groupes parce que c'est plutôt avec ces clients-là avec qui on travaille. Et du coup, on travaille avec donc Leroy Summer Nidec. Si vous ne connaissez pas le groupe, ne vous inquiétez pas, on va vous présenter un petit peu tout ça. Du coup, le sujet de ce webinaire, c'est les secrets d'une multinationale performante. Comment on fait en sorte, quand on est dans un grand groupe avec plusieurs sites industriels, dans plusieurs pays, donc avec plusieurs cultures, comment on fait en sorte que l'excellence opérationnelle puisse bien se déployer. Encore une fois, n'hésitez pas, on va rester sur 30-40 minutes vraiment d'explication. Et puis ensuite, après, derrière, il y aura questions-réponses. Donc voilà. Je te passe la main, Nicolas. Présente-toi. C'est quoi ton parcours? C'est quoi ton poste actuellement chez Leroy Summer? Et puis après, on passera sur comment s'organiser Leroy Summer. Voilà, je t'en prie. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Donc, je me présente, je m'appelle Nicolas, j'ai 46 ans. Donc, comme je l'ai dit, j'habite avec ma compagne et ma petite fille en Moravie pour le moment. Je suis chez Leroy Sommer depuis 2000. J'ai fait différents postes. Je suis arrivé en méthode, on va dire, ingénieur méthode. J'ai ensuite été en charge assez rapidement. J'étais déjà en fait en République tchèque. J'étais en charge de la partie opération. Une fois que dit ça, j'ai un peu basculé après parce qu'il y avait des autres objectifs avec un grand client à nous qui est Caterpillar, donc sur la partie qualité, tout en gardant l'amélioration continue et le lean. Ensuite, j'ai fait une période assez courte de 4 ans en amélioration, en qualité et développement des fournisseurs, mais d'un point de vue global, hein, au niveau du headquarter. Et maintenant, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, que je suis revenu à mes premiers amours en ligne, mais dans la business unit EPG qu'on va présenter, que je vais présenter rapidement après. Donc voilà un petit peu. Puis au niveau de ma formation, donc, je sors de l'ENI de Belfort. Au moment en fait où elle est devenue l'UTBM, donc l'Université technologique de Belfort-Montbéliard. J'ai les deux diplômes. Et récemment, il y a pas 2-3 ans, j'en ai profité pour aussi faire un MBA à l'Université de Prague. Voilà. Top. Et donc, du coup, certainement qu'en fin de webinaire, on parlera un tout petit peu d'industrie 4.0. Je crois que c'est un sujet que tu aimes bien. Euh, c'est un sujet que tu connais. Donc, voilà. Donc, on va se concentrer d'abord sur l'excellence opérationnelle. Alors, du coup, juste peut-être pour présenter Nidec, je ne sais pas, Maxime, si tu peux nous partager les différents slides rapidos, histoire que voilà, je te laisse Nicolas présenter, puisque j'imagine que Ah oui, Leroy Summer, Nidec, voilà. Donc, ce sera les seuls slides qu'on va présenter. Et voilà, je te laisse présenter un petit peu ce que c'est cette entreprise, ce qu'elle fait, quelle taille. Et voilà, vas-y. Alors, Nidec, donc c'est une. Alors, Leroy, pour revenir un petit peu dans l'histoire, Leroy Sommer, c'est une entreprise faite d'Angoulême, française. C'est un fleuron en fait de l'industrie française qui était en fait sous actionnariat américain Emerson jusqu'en 2016 et a été racheté par Nidec, une entreprise japonaise. Voilà. Donc, c'est des façons de travailler un peu différentes, mais l'esprit en fait d'amélioration continue reste là. Hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on cherche encore plus à développer, mais c'était déjà là. Nidec, donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vous engage à aller regarder sur Internet. Donc, c'est un leader des moteurs hein, et des alternateurs, de tout ce qui fait en fait le mouvement, hein, rotation ou quel que soit le mouvement. C'est vraiment là que Nidec se positionne. Nidec a été fondé en 1973 par quelqu'un qui s'appelle M. Nagamori, on l'appelle Nagamori-san. Donc, c'est une entreprise qui est relativement récente, mais qui a une explosion pas possible. Donc, c'est très bluffant, c'est très inspirant, en fait, de voir dans une société comme ça, quelqu'un qui est parti, on va dire, dans un petit atelier. D'ailleurs, le roi Sommer, c'était un peu comme ça aussi. Hein. Marcelin, un peu comme ça en France. Donc, il a fait un boom. Donc, c'est très, très inspirant. Le siège social se trouve à Kyoto.
Et vous voyez, bon, les chiffres, ils sont à l'écran, hein, avec des chiffres d'affaires de 17,4 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 42,9, presque 43 milliards de dollars. Voilà. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est constamment en croissance, qui cherche la croissance, croissance. Et ça tombe bien parce qu'on va le voir après. Si tu passes au deuxième slide, Maxime, merci. En fait, c'est un peu la vision et vers où veut tendre Nidec, c'est-à-dire d'être une société qui existera toujours dans 100 ans et après, et vraiment qui se focalise et qui s'intéresse aux problèmes sociétaux, qui soient environnementaux, et ou aussi au bien-vivre des gens hein, au quotidien. L'objectif, il n'est pas des moindres, il est d'atteindre 10 trillions de yens, c'est quasiment une multiplication par 5 par rapport à aujourd'hui, d'ici 8 ans. Ça fait Donc, combien en dollars, ça, tu sais? il faut diviser par 110, je crois. Ok. Donc, en dollars, ça va faire. Attends, je vais faire mon petit calcul rapidement. Ouais, je ne dis pas de calculette. Pas très loin de 70 milliards de dollars, quelque chose comme Ouais. ça. Donc, 70-80. Voilà. Ok. Un peu Top. plus. Donc, la vision en fait de Nidex, c'est vraiment, comme vous voyez, de toujours se développer autour en fait de choses qui sont, comme je dis, très actuelles. Les véhicules électriques, comment ça s'appelle, l'énergie saving, la partie aussi des robots, des machines. Vous verrez les AGV. Le petit pictogramme à gauche là avec les différents symboles montre bien. Hein, donc présent au niveau des AGV, tout ce qui est automatique, les voitures électriques, les drones, la robotisation, tout, partout en fait, tu as du moteur électrique hein, dans vos PC, dans tout ce qui est appliance à la maison, des machines à laver, voilà. Donc ça, c'est du Nidec. Il y a aussi bien sûr des choses beaucoup plus industrielles. Et là, c'est là que je vais parler de ma business unit, hein, qui sont un peu plus appliquées, qui est plus du B2B. Avec sur du data center, par exemple, quelque chose qui parle maintenant, c'est le data center avec l'explosion des data, il faut bien les stocker, etc. Donc, le data center, mais on reste très présent dans la marine avec des produits qui sont de super qualité pour tout ce qui est marine, les constructions. Voilà, donc c'est très étendu. Hein. Il y a beaucoup d'applications pour la partie générateur. Donc, en fait, moi, j'appartiens à la business unit qui s'appelle Electric Power Generation. Et donc, c'est des alternateurs ou des générateurs. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui bouge, qui évolue. C'est pour ça que je suis dans cette société, parce que c'est une entreprise et notre business unit particulièrement jeune, dynamique et qui va vraiment, qui a faim du business, qui a faim de développer, mais pas uniquement aussi pour les gens, pour l'environnement, avec une équipe très motivée et leur motivation motive d'autant plus les autres. Quoi. Voilà. Et du coup, les moteurs ou les générateurs Leroy Sommer, dans la vie de tous les jours, on peut les retrouver où, nous, en tant que public? Alors, les moteurs dans les ascenseurs, par exemple. Alors, si on parle des moteurs, ça c'est une division, mais si on parle des moteurs, vous allez les retrouver dans les ascenseurs, vous allez les retrouver un petit peu partout, hein, dans des grues. Dans les véhicules électriques Dans aussi? les véhicules électriques, alors il y a une joint venture qui est faite avec PSA pour les Oui. Français. Là, on est sur un webinaire français donc, qui va plus parler. Avec Peugeot, en fait, il y a une joint venture Nidec Peugeot, donc c'est le moteur électrique pour les futurs Peugeot. Voilà. Ok. Donc, alors, en gros, si je prends ma casquette plus lead ou visite de site, donc en gros, on a plutôt des sites d'assemblage de produits, c'est ça? On est plutôt sur des lignes d'assemblage avec de la logistique, avec des problématiques, voilà, et on est sur des… Mais on a aussi du cœur de métier, qui est aussi notre bobinage. Donc chez nous, sur la partie business, on a du bobinage qui est aussi le cœur de métier. Voilà. Il y a de la carte électronique aussi. Et on a une partie électronique, on a une partie service, on a des produits. J'engage, je pense que tu vas mettre les liens en fait dans la ensuite partage. J'engage tout le monde qui est intéressé sur ces produits d'avenir hein, d'aller regarder ce lien. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc allez-y, regardez. Voilà. Ouais. Moi, je suis très fier d'appartenir à cette société. Voilà. Top. Bon, bah, le message est passé. Du coup, on mettra la vidéo. Il y a une petite vidéo YouTube qui présente un peu tous les produits. On mettra en commentaire, en lien dans la description de la vidéo du replay qu'on mettra sur YouTube. Du coup. Donc, du coup, alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque usine que tu vas avoir,
tu peux avoir des tout petits moteurs, en fait. Hein, je vois, il y a un drone, par exemple, ou un petit robot, jusqu'à des moteurs qui peuvent aller sur des trains ou des voitures ou des bateaux. Donc, c'est-à-dire que du coup, il y a aussi des problématiques de type de flux. Tu peux avoir des produits très standards et des produits très spécifiques. Tout à fait, tout à fait. OK. Alors, pour revenir, en fait, bon, les moteurs sont un des cas, mais pour revenir à ma business unit, on a des alternateurs qui peuvent aller de 10 kVA jusqu'à plusieurs mégawatts. Hein, OK. des énormes turbines. En France, ça vous parler, hein, des équivalences. À l'époque, c'était Alstom, donc il y a des usines Alstom qui ont été rachetées à l'époque aussi par Leroy Sommer. Voilà, c'est que c'est des grosses machines de plusieurs tonnes. Hein, Ouais. c'est assez impressionnant à voir. Hein, voilà. Ouais. Donc, ça va de tous les types de production, série jusqu'à l'unitaire et spécifique. Oui. OK. OK. Cool. Du coup, alors, je pense que tout le monde a bien remarqué que le groupe Nidec est japonais. Je pense que tout le monde a fait le lien avec le Toyota Production System. Donc, je pense que Nidec a une ligne de conduite très, très lean, j'imagine, ou excellence opérationnelle au maximum. Du coup, en gros, moi, j'aimerais bien un peu que tu nous parles un peu, vu que ça fait une vingtaine d'années que tu es dans le groupe, tu es dans Leroy Sommer. C'est quoi l'histoire de l'excellence opérationnelle chez Leroy? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été tenté? C'est quoi un peu le niveau de maturité? Voilà, un peu, c'est quoi ton point de vue? Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. On va pas dire qu'on a découvert le Lean ou l'opération Excellence la semaine dernière, ou il y a un mois, ou il y a un an. C'est quelque Ouais. chose, moi, quand je suis arrivé chez Nidec Leroy Sommer, j'ai déjà vu, en fait, dans les années 2000. C'est déjà quelque chose qui existait. Ça avait des autres noms, ça portait des autres noms, mais ça existait déjà. Là où on avait du mal, c'est peut-être le mettre à l'époque un seul département, en tout cas le mettre sous un département qui vienne donner, conseiller les autres, en tout cas faire le lien avec les autres services. Hein, à l'époque, c'est chaque service faisait un petit peu ses améliorations. En 2006, on a vraiment fait un pas. On a été formé avec d'autres personnes. À l'époque, on était américain sous Emerson. On a été formé en fait au programme de Lean Manufacturing ou Lean au sens large pendant plusieurs semaines. J'étais en Allemagne, en Europe, là. Et Ouais. on a participé à ce programme et ça nous a vraiment permis de nous ouvrir en fait sur les techniques plus poussées comme les VSM. Voilà. Avant, c'est vrai qu'on ne faisait pas forcément ces mappings, ces choses-là, ces Oshin-Kanri, etc. Maintenant, c'est des choses qui sont rentrées dans la culture. Ensuite, il y a eu une phase un peu de stagnation. Donc, il y a eu un gros boom autour de 2006. C'était un petit peu dans Ouais. l'air du temps. La crise est passée par là. Ensuite, on a été racheté par Nidec. Nidec a une forte culture, mais en fait, dans la réorganisation, bon, voilà, quand il y a une réorganisation, on perd un petit peu au départ, il faut qu'on se coordonne. Donc là, maintenant, ça fait plusieurs années on a bien vu que le Lean était très important, qu'on a remis le Lean en fait au cœur de l'opération Operational Excellence. Et je pense que c'est une bonne chose. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais perdu de vue, mais qu'on est vraiment en train de faire monter en puissance parce qu'on s'aperçoit que c'est là en fait qu'on trouve le gain et Ouais. que c'est des gaspillages. Quoi. OK, OK. Et donc, du coup, on le voit, en fait, il y a un petit logo en haut là qui s'appelle Mission 2025. Est-ce que tu peux, pour ta business unit, du coup, donc EPGE, ça veut dire quoi en fait? Il y a quoi derrière cette mission 2025? Alors, Et en quoi le Lean va aider à atteindre cette alors, mission? avant la mission, il y a même la vision. Donc, la vision de Nidec, vous l'avez vu, c'était à l'écran. La vision de EPG est complètement alignée. Hein, c'est d'être le leader en fait sur le marché des alternateurs, hein, avec la meilleure qualité possible, le service, la technologie et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est vraiment la vision. Et pour aider dans cette vision, eh ben, il y a une mission qui a été définie par on va dire le président et les directeurs en fait de la business unit pour atteindre cette vision. Hein. Et donc, il y a des objectifs de croissance qui sont à 2 chiffres. Il y a des objectifs de marge opérationnelle qui sont à 2 chiffres. Et voilà. Donc, tout le monde est aligné grâce à cette mission. Et cette mission, avec ses objectifs de croissance de vente et de ces croissances de marge opérationnelle, s'articule autour de 4 axes qui sont
love our customers, donc aimer nos clients. On a souvent tendance à perdre un peu de vue les clients qu'on a quand on est dans le bidon. Il faut vraiment chérir, faire attention à eux et ne pas, voilà, ne pas les, je ne vais pas dire les ignorer, ne pas sous-estimer cette relation continue avec nos clients actuels. La deuxième chose, c'est le deuxième axe, c'est trouver les opportunités. Et là, c'est là que le lean a tout son intérêt. C'est trouver les nouvelles opportunités dans l'opération excellence, mais aussi nouvelles niches, etc. La question, c'est se dire toujours ah, pourquoi pas. Tiens, j'ai une idée, bah, tiens, pourquoi pas. Ah, tiens, ah, pourquoi pas. Hein, et toujours en fait avoir cette envie en fait de se dire tiens, bah, ouais, ça c'est une idée. La troisième axe, c'est penser futur. Hein, on a un contexte, je dirais, qui change tout le temps. On le voit en ce moment, ça change énormément. Il faut s'adapter à ce contexte économique qui change. L'environnement qui va peser aussi beaucoup hein, dans nos décisions dans le futur. L'énergie électrique, bien sûr, est une énergie du futur, mais la façon dont est créée l'électricité, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut s'interroger. Donc, on pense beaucoup à ça. Je ne peux pas donner les détails, mais on pense beaucoup à ça. Voilà. Donc, il y a vraiment une orientation pour le futur, hein, à 10, 20, 30 ans. Et ensuite, le dernier point, c'est se surpasser en fait dans ce qu'on fait. Hein, c'est deliver outstanding value. C'est vraiment se dépasser. C'est quand on propose quelque chose, toujours essayer de faire mieux. Voilà. L'objectif, c'est 10, eh ben, j'essaie de faire 12. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait la différence aussi sur les marchés par rapport à nos concurrents. Et donc, du coup, cette mission 2025, donc, alors, pour les aficionados du Lean, on parle de Oshin, c'est la direction vers laquelle vous voulez aller. Ça a été ensuite décliné. C'est Enfin, ça. alors, comment ça a été décliné ensuite sur les différents sites? C'est quoi les grands objectifs? Donc, on en a parlé, il y a la partie croissance et la partie marge, on va dire. Mais du coup, ça se décline comment sur ton site, par exemple? Toi, ça se Alors, traduit comment? alors moi, j'aide 6 sites, en fait, il y a 6 sites sur EPG. En fait, ce qui se passe, c'est que cette mission 2025, elle est transmise, elle est expliquée et transmise, bien sûr, au sein de toute l'organisation. Et si, en fait, on découle au niveau des sites, donc les sites reçoivent ça, et à eux, en fait, avec notre aide, de définir quels sont les projets les plus intéressants, leur roadmap à 1, 2 ou 3 ans, pour pouvoir, en fait, atteindre ces objectifs. Hein, en gros, on va prendre des projets qui sont porteurs, qui vont donner le plus gros savings ou qui vont répondre à la satisfaction client dont on a besoin. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on crée notre roadmap au niveau des sites. Donc, c'est comme tu dis, c'est un Oshinkanri qu'on fait. Ça, bon, j'appelle ça plutôt, pour que ça parle plus à tout le monde, une roadmap opérationnelle excellence. Hein. Donc, voilà. Donc, le site, ensuite, une fois qu'il a ça, il commence à avoir sa roadmap qui est créée des différents projets sur 1, 2, 3 ans, mais des projets majeurs, hein, voilà, qu'on ne pas. C'est comme ça qu'on crée cette roadmap. OK. Et donc, du coup, sur le site, par exemple, ou sur Leroy Summer plus complet, c'est quoi vos points forts selon toi? Et c'est quoi vos axes d'amélioration? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour pour atteindre ces objectifs 2025? C'est quoi ton analyse de ça? Alors, sur ce dont on peut s'appuyer, c'est qu'on a, alors je le répète, une équipe très motivée et voilà, c'est vraiment, c'est moi, c'est ce que j'apprécie ces dernières années, c'est que Donc, c'est les people, quoi, votre ah, force. c'est les people qui sont en fait au milieu du système. Je dirais, sans en fait l'envie, parce que alors, pour faire un petit aparté par rapport à ce que j'avais appris avec un de mes mentors, c'est savoir, vouloir, pouvoir, quoi. Donc le fait de savoir, bien sûr, c'est important. Le fait de pouvoir avoir de la ressource, etc., du budget, bien sûr, mais le vouloir, c'est vraiment celui où il faut mettre un coefficient, voilà, 2, 3, 4, etc. Quand on veut, après, on peut pousser et on y arrive. Donc, c'est vraiment le vouloir. Et si l'équipe de direction le veut, hein, c'est le commitment, c'est dans tous les projets, mais encore plus vrai au niveau du lean, voilà, ça déroule. Voilà. Donc, le vouloir, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et là, on a une équipe qui veut, quoi, qui est autant au niveau du business qu'au niveau de tout, quoi, de l'opérationnel excellence, de partout, technique, etc. On a des équipes qui veulent, quoi. Et c'est ça qui est Ouais, intéressant. Donc, c'est les hommes qui font, hein, c'est pas autre chose. C'est la volonté et c'est le fait de travailler les hommes ensemble. ouais. OK.
Et du coup, tu vois, on parle des hommes, là, j'ai une question. Alors, tu te balades un petit peu quand même sur différents sites. Est-ce que les différences culturelles des sites, par exemple entre le site en République tchèque et les sites en France, est-ce que ça joue sur la rapidité de déploiement? Est-ce que ça va jouer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à faire en France, par exemple, qu'en République tchèque? C'est quoi ton analyse de ça? Alors là, je vais m'arrêter un petit peu parce que ça peut peut-être intéresser les personnes qui sont en multinationales, etc. Moi, j'ai pris un peu d'expérience par rapport à ça, le fait que j'ai voyagé quelques temps sur les sites et qu'on a mis des projets en place. Oui, ça joue pour répondre à l'action. Oui, il faut s'adapter à la culture locale. On apprend à connaître. Donc, j'imagine que plein de gens vont se retrouver dans ce que je vais dire. Je vais parler des sites chinois, par exemple, Ouais. des équipes exceptionnelles avec qui j'adore travailler qui sont demandeurs. Eux, ils ont compris, je pense, tout de suite, c'est directement dans leur culture de dire, OK, on est responsable de nos chiffres, on a des projets, on a besoin de support. Et c'est là que nous, on intervient en tant que support, méthodologie, apport voilà, de façon de faire et tout. C'est là qu'on intervient. Et là, ça, en Asie, en Chine, il n'y a pas besoin de le montrer aux gens, de l'inculquer. Ils l'ont déjà, c'est presque, entre guillemets, inné. Ouais. C'est des bosseurs fous, donc je dirais en Chine, ça se déploie à une vitesse folle. En Inde, c'est plus confus au départ. Et une fois que c'est compris, ça décolle parce que c'est pas forcément évident. Peut-être qu'il y a des choses qui sont moins culturellement plus loin. Il faut prendre plus de temps à l'explication. Ça prend plus de temps. En Europe, le problème alors c'est un problème au départ à l'allumage, c'est qu'il y a un petit peu cette envie quelquefois de se dire ah ouais mais c'est moi j'ai envie de réaliser. Il y a des sites qui disent ah ouais moi j'ai envie de réaliser moi-même, c'est moi qui est responsable. On va prendre mon autorité sur le sujet. C'est pas la question. C'est on travaille ensemble. Les personnes sont responsables de sites, etc. Nous on est vraiment là en tant que support. Mais ça évolue. Les mentalités vraiment évoluent. Et là, je pense que les dernières années, vraiment, on évolue dans le bon sens de ce côté-là, et moi, j'en suis ravi. Quoi. Donc, et en Europe, c'est un peu long pour trouver sa place dans le projet, mais une fois que ça décolle, bah, voilà, C'est en des Europe, potes, quoi. ça décolle, quoi. C'est parti, quoi. Ça Ouais. s'arrête plus. Donc, voilà, il y a différentes approches culturelles, exactement. Oui. Ouais, ouais. En fait, alors, vous le verrez pour tous ceux qui écoutent et qui nous suivent, on a écrit un petit livre blanc, j'ai écrit un petit truc là-dessus. Et en fait, moi, je fais la distinction entre grandir et grossir, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir une phase où on va grossir. Et en fait, il faut être assez ouvert au chaos un peu, parce que c'est pas mal d'avoir un petit peu de chaos au début, de se chercher. C'est jamais des projets qu'on fait en 6 mois, on le voit bien, là, c'est des projets sur 4 ans. Et il y a toujours une phase de grandir où on va venir stabiliser qu'est-ce qu'on a appris, c'est quoi nos standards, comment on capitalise, comment on gère la communauté, etc. etc. On a eu des discussions avec différentes personnes du groupe là-dessus. Et c'est quelque chose que nous, on constate dans tous les grands groupes, hein, que ce soit du luxe, du retail, de l'agroalimentaire ou autre chose. Il y a toujours cette phase un peu de j'envoie rapidement et je regarde quel site tire le plus vite ou prend le mieux cette démarche lean, on va dire si on reste sur l'excellence au sens large. Mais il faut toujours avoir des phases de on grandit, on stabilise et à ce moment-là, on apprend, quitte à revenir un peu en arrière ou à s'ajuster. Et le fait d'être multiculturel, il faut adapter suivant les cultures quand même un petit peu. Et donc, alors, du coup, chez Leroy Sommer, ça va être quoi votre stratégie de déploiement? C'est-à-dire entre la partie j'apprends les bases de l'excellence opérationnelle et je mets en place, comment ça va synchroniser tout ça là? Alors, déjà, il faut aussi remettre dans le contexte qu'on appartient aussi à l'entreprise, donc Nidec, japonais, qui Ouais. avait dit au départ forte culture, donc forte culture aussi, Toyota, avec une grosse connaissance. Donc, il y a un système qui existe chez Nidec qui s'appelle le 3Q6S. 3Q pour qualité des personnes, qualité des process, qualité des produits et 6S pour toute la partie 6S que vous connaissez. Voilà, le Donc c'est le 6S, 5S avec un S. 5S plus du safety ou du respect. Hein, Ouais. voilà. Donc, c'est très orienté là-dessus, toute la partie en fait méthodologie de l'excellence opérationnelle. Donc, il faut qu'on fasse avec, et c'est une très très bonne méthodologie. Donc, on part en fait généralement de la base, hein, comme partout. On essaye on a des gros plans encore en ce moment, de finir de mettre nos sites complètement, pas de nettoyer, mais en tout cas mettre nos sites à un niveau de 6S
le plus exceptionnel possible. Donc ça, c'est une démarche qui est poussée par le président, le fondateur, pardon, de l'IDEC lui-même, pour amener tous nos sites vraiment à un niveau de propriété de nettoyage et de CISES, hein, pour plus général. En condition, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la base. Hein, et je pense que tous les systèmes d'amélioration continue, Lean, c'est vraiment c'est basique. Il faut commencer par là. On refait ce basique-là en premier. Ensuite, la stratégie, elle était de faire je pourrais dire, que l'amélioration continue, ça soit vraiment culturel. On infuse en fait au milieu de toute l'organisation, au sein de toute l'organisation, le plus possible l'esprit amélioration continue et Lean. Le Lean, à une époque, ça a fait un peu peur aux gens. Le mot Lean, c'était pour les opérateurs dans l'atelier, ils entendaient Lean, ils disaient, oh là là, quelqu'un va venir nous surveiller, va venir analyser, ça peut être dangereux. Ce qu'on veut faire, c'est expliquer aux gens que ce n'est pas ça. Que là, on est tous là, dans la société, que ce soit en fait au niveau du management ou les opérateurs. C'est comme chez nous, on n'a pas envie de voir de gâchis. Vous êtes chez vous, vous ne voulez pas perdre de l'argent, vous ne jetez pas l'argent par les fenêtres, vous ne jetez pas les aliments à la poubelle s'il peut être recyclé, etc. etc. Donc, c'est ce principe-là qu'on essaye d'inculquer dans toutes chez tout le monde, en fait, dans la société. Voilà. Dans toutes les strates, quoi, tous les niveaux. Toutes les strates. Merci, j'ai un petit peu de mots. Ouais. Donc, je disais tout à l'heure, ouais, c'est vrai que je parle que 20% ou 30% en français de temps en temps. Tu cherches le mot. Donc, c'est ça qu'on essaye. On essaie vraiment d'infuser cette notion de dire le Lean, ce n'est pas un mauvais mot. C'est vraiment quelque chose de normal qu'on fait au quotidien, mais on a juste donné un mot pour la partie industrielle, en tout cas dans le monde industriel. Et c'est ça qu'on essaie de montrer à nos gens. Donc, ça, c'est la stratégie. C'est vraiment d'avoir une vraie culture d'amélioration continue. Et bien sûr, quand on va avoir cette culture d'amélioration continue, il faut qu'on ait un pôle qui vienne aider. On ne peut pas en fait avoir des gens les laisser comme ça dans la nature, et puis il faut quand même un petit peu orienter, rappeler, donner de la méthodologie, etc. Donc il nous faut quand même un pôle d'excellence avec une petite communauté qui se développe. Depuis 3 ans, on fait développer des gens qui atteignent un certain niveau en notion théorique, mais aussi en pratique. Voilà. On en reviendra après à ça un peu plus loin. On peut peut-être en parler maintenant. Hein. On peut peut-être en parler maintenant. C'est déjà une petite demi-heure, hein, ça passe super vite. Ah, d'accord. Alors, en gros, alors c'est vrai que on ne cache rien à personne, mais du coup, Seven Shapes a été choisi pour la partie Leroy Summer pour former différentes personnes dans différents pays à différents niveaux Lean. Donc, nous, on segmente toujours avec un white belt. Je démarre yellow, green, black. Les green et les black belts, c'est vraiment les personnes qui vont mener des projets, des chantiers, et les black belts sur la partie roadmap. Et en fait, alors vous, votre stratégie, du coup, il y a des personnes qui sont plutôt en centrale, donc tu fais partie d'ailleurs, hein, qui sont sur la partie plus strat et déploiement. On est en train de former des green belts qui vont être des relais projets. Et donc, en parallèle, il y a des projets identifiés sur chacun des sites qui sont issus du coup de la mission 2025 et des différentes roadmaps. Et on forme aussi des yellow belts. Parce que donc c'est un peu une stratégie middle. On descend et après on va remonter et on est un peu sur tout l'écran. Et suivant les besoins des entreprises, on a des sociétés qui nous ont demandé du white belt, par exemple, plus, pour pouvoir former vraiment toute l'entreprise, du DRH en passant par le comptable et l'opérateur sur le poste de travail. Du coup, sur cette partie de connaissances et sur cette partie de formation, étant donné qu'on est sur du multisite, donc vous aviez plusieurs choix hein, pour former du présentiel, du total distanciel ou du Seven Shapes avec du distanciel avec des classes virtuelles. Alors, avant de partir là-dessus, j'aimerais dire que moi, comme on a remis en fait le Lean en tant que vraiment au cœur du système d'excellence opérationnelle il y a quelques années maintenant, c'est vraiment, comme j'ai expliqué, d'infuser partout. Il ne faut pas priver de plusieurs acteurs. On était trop peu, en fait, au départ. On est en train parce qu'il faut les former, les gens. Il faut avoir des personnes qui connaissent les méthodologies. Donc, en fait, on est parti sur 4 axes. Hein. C'est créer notre communauté. Excusez-moi. C'est créer notre communauté. Ouais, je vais boire un petit coup. Vas-y. C'est créer notre communauté en interne. Donc, au sein de notre business unit PG, voire plus haut, hein, parce qu'on a des plateformes Moen, etc. Ensuite, c'est utiliser les méthodologies, justement, de NIDEC. Hein, ils ont des pôles d'excellence.
Donc, utiliser ces supports quand on peut le faire aussi. Mais si on veut infuser au maximum, on n'a pas les ressources pour infuser. Donc, en fait, c'est là que va se placer Seven Shape. C'est pour vraiment pouvoir infuser partout le plus vite possible. On va dire au départ les basiques. C'est comme ça qu'on était parti, nous, pour infuser au niveau tout le monde, c'est-à-dire le niveau white et le niveau yellow. C'était un peu l'idée de départ. C'est vraiment donner les basiques du lean, de nouveau pour rappeler que le lean, ce n'est pas un mauvais mot, qu'on est là juste pour chasser du gaspillage naturel et automatiquement, ça va créer de la valeur pour la société. C'était ça qu'on était parti. On a vu qu'il y avait des programmes green et black. On les utilise aussi pour former nos personnes. Ça donne d'autres approches au niveau du black et du green. Par contre, au niveau du green et du black, il faut absolument, même pour les yellow et les white, mais plus particulièrement pour les green et les black, ce qu'on s'est aperçu en faisant les premiers essais, c'est qu'il faut absolument avoir des projets associés. On ne peut pas, en fait, parce que Seven Shape reste quand même une plateforme où il y a beaucoup de théorie. Mais le lean, ce n'est pas de la théorie. Il faut faire de la pratique. C'est vraiment la base et la chose la plus importante, c'est de pratiquer. Pratiquer, pratiquer. Le contexte, en fait, avec les gens, avec le contact avec les autres, l'endroit où on veut le faire, le gamba, etc. C'est autre chose. Donc, il faut prendre la théorie, mais il faut l'appliquer tout de suite. Ce qui a été ressenti, c'est d'ailleurs le feedback que nous avaient fait des premiers tests, les opérateurs, les techniciens, les ingénieurs. Nous avaient tous dit, il faut faire, c'est très très bien. On a adoré en fait cette formation, mais il faut vraiment lier ça avec de la pratique terrain. Ce qui paraît logique, mais tant mieux que ça soit venu directement des participants, des concernés eux-mêmes. Voilà. Oui, et de bien reconnecter aussi toutes ces actions de formation à la roadmap. Et donc, effectivement, ce qu'on a fait, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des sites qui voulaient aller un petit peu plus vite. Donc, on a formé des green belts plus rapidement. Il y a des sites qui, naturellement, sont plus matures pour plein de raisons, en fait. Ça peut être les personnes qui sont en place, la culture, la typologie de production qui fait que c'est peut-être plus simple ou plus approprié. Et donc, du coup, on n'a pas hésité à pousser en fait ça. Donc, c'est ça c'est un peu j'en reviens un peu à cette phase un petit peu de chaos, en fait, de dire, en fait, il n'y a pas vraiment de logique, il n'y a pas sur chaque site, dans chaque pays, je vais déployer de la même manière. En fait, ça ne marche pas forcément comme ça. Du coup, pour en revenir au projet, c'est intéressant en termes de ROI aussi, de retour sur investissement. Forcément, une formation avec un chantier qui a été mis en place derrière, forcément, le ROI pour l'entreprise, il est meilleur. Parce que du coup, le projet, alors pour la personne, c'est meilleur déjà, parce que du coup, il va apprendre et mettre en place. Et le retour sur investissement, il va être vachement mieux. Pour fixer, pour l'apprentissage, dans toute formation, quand on apprend la théorie et on applique tout de suite, on fixe mieux en fait les principes et les méthodologies. Donc nous, on a ciblé notre approche sur se créer une communauté en interne, avoir bien sûr utilisé les ressources et les méthodologies de chez Nidec, des différentes plateformes. Seven Shape sur la partie vraiment infuser au maximum d'informations théoriques du Lean. Et je vais venir après, je vais rebondir, je vais compléter ce que je dis sur Seven Shape. Et on prend aussi sur les gros sujets, sur les gros projets. On ne se prive pas non plus d'utiliser des entreprises extérieures. Du conseil externe. Ernst & Young, PwC. Nous, on utilise Geoline, on était très satisfaits. Donc, on les a utilisés, on est satisfaits. Ça peut être aussi, on utilise aussi Celonis sur du process mining, sur des choses plus administratives. Voilà. Donc, il ne faut pas se priver, en fait, il faut adapter l'outil au projet, à ce qu'on veut faire. Donc, Seven Shape, c'est vraiment infuser la culture Lean à toutes les strates, à tous les niveaux. Et c'est vraiment aussi important que il y a bien sûr la partie des participants, des opérateurs. Ne négligeons pas non plus la partie du management. C'est-à-dire de temps en temps, le management des sites voudrait aller très vite. Et c'est normal. Le speed, c'est un petit peu, il faut aller vite pour doubler un peu le concurrent, etc. Les experts de ligne, je pense, qui écoutent, je pense qu'ils ont bien conscience qu'il y a une partie d'analyse. Il ne faut absolument pas la négliger. Et souvent, en fait, les personnes qui sont dans les business voudraient que ça aille plus vite. Donc, ils disent, saute directement sur la solution. C'est pas mal non plus d'avoir ce genre de formation qui dit le temps de l'analyse est vraiment un temps précieux et très important. Voilà. Pour pas, alors ça, c'est le classique. En fait, c'est toujours problématique de dire il faut qu'on analyse.
ne faut pas non plus être trop dans l'analyse parce qu'après, on ne rentre pas dans l'action. Il faut toujours avoir un peu cette juste Tout à mesure fait. Tout de à analyser pour ne pas omettre des pistes d'amélioration, fait. Oui, mais en même temps, ne pas trop réfléchir pour ne pas trop attendre parce que c'est pas non plus, ça fait un exactement. des parties des principes Kaizen. Mais là, C'est, je donnais l'exemple du voilà. management Mais parce que ouais, c'est rare qu'ils attendent trop, hein. Donc, ils veulent que ça aille très, très vite et c'est très bien. Mais il y a quand même un temps d'analyse qui est nécessaire pour ne pas se tromper, hein. Encore récemment, je me suis aperçu, les gens pensaient que c'était comme ça. Et en fait, quand on a été analyser les datas, c'est tout à fait autre chose. Donc, ouais. il faut pas sauter les étapes non plus d'analyse et c'est important aussi. Voilà. Ouais, c'est le souci de dropper, d'aller directement sur une solution. On peut être vachement sur du ressenti et pas sur de la donnée. Voilà. Moi, j'aime bien mettre des C'est ça. données et factualiser parce que ça évite d'être sur du subjectif ou de la sensation. Ça Exactement. permet de dépassionner des débats aussi en règle générale. On se dit oui, le problème, il est là, il est là. Ouais, mais moi, je pense qu'il est là. En fait, si on met des données, paf, on sait que le problème, il est là. Et c'est beaucoup plus factuel et on avance beaucoup plus clairement sur. Ouais, OK. Du coup, toi, parce qu'on arrive à 40 minutes déjà, Oui. donc là, il y a un vrai axe. Donc, comme on l'a compris, il y a une roadmap, il y a de la formation, on déploie des projets en parallèle, on fait monter tout le monde en compétences suivant le rythme des différents sites. Oui. C'est quoi un peu les autres outils ou les autres démarches qui pourraient être utilisées ou comment tu imagines le roi Sommer dans 3, 4, 5 ans? Comment tu t'imagines que ça va évoluer tout ça? Ah ben, il faudrait qu'on commence. Alors, c'était le point que tu avais évoqué au départ, hein, l'industrie 4.0. Ouais, Ouais, moi, je pars du principe que l'industrie 4.0, c'est quelque chose vers lequel il faut tendre, mais il ne faut pas griller l'étape de nouveau d'analyse. D'analyse, c'est-à-dire, euh, je crois que c'est Bill Gates qui avait été rapporté qui disait il ne faut pas automatiser la merde. En gros, c'est ça. Parce que si on a du gâchis, si on a du gâchis, ou on fait des gaspillages, si on ne règle pas les gaspillages avant de les automatiser, on va automatiser, digitaliser, on va faire au robot des choses qu'il n'a pas besoin de faire, etc. Donc, ça ne sert à rien. Il faut d'abord vraiment poser ce premier jalon, qui peut être du process mining dans la partie administrative, qui peut être du lean manufacturing dans la partie atelier, office, etc., pour mm, vraiment éliminer ces gaspillages, ces pertes. Et ensuite, dans un deuxième temps, aller vers de l'industrie 4.0, comme on l'entend, avec la cybersécurité, du drone, du robot, etc., etc., hein, des jumeaux, etc. C'est comme ça que je le vois, moi. Donc, ouais. bien sûr, on peut utiliser dans la partie analyse de nos projets lignes, on peut utiliser des outils, hein, digitaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est même On en plutôt. développe aussi nous-mêmes, hein. Ouais, ouais. Mais faut pas cette partie, on va dire, je veux dire, amélioration et surtout analyse des gaspillages et optimisation du process. Faut pas la sauter parce que sinon, l'effet escompté, il y aura un effet en automatisant, mais il ne sera pas aussi important que si on était passé par la case ligne. Voilà. Ouais. C'est ce que je En veux fait, dire. Et passant aussi par votre formule Seven Chef, bah, pour moi, c'est aussi un de ces principes un peu d'automatisation. Nous, pourquoi on a choisi Seven Chef Je ne sais pas, je vais quand même dire un mot aussi sur le sujet, j'en ai pas parlé. Donc au départ, c'était aussi au début du Covid, on s'est posé la question de se dire comment on peut faire. Et Seven Chef était vraiment dans cette brèche-là, de proposer une solution remote, à distance, qui nous permet d'éviter les frais d'hôtel, les frais de voyage, etc., qui est mm, plutôt bien faite, hein, pour du lean, des concepts lean, des basiques, etc. Voilà. Et ça nous permet d'échanger. Alors, pour le coup, bien sûr qu'on a différents sites et il y a différentes cultures. Mais ce qui est intéressant, quand je parle avec mes collègues chinois ou indiens, on utilise la même langue, c'est l'anglais. Et pour parler lean, il faut parler aussi la même langue. Et il faut aussi avoir des basiques, voilà, qui sera la langue, on va dire, lean. Et mm. là-dessus, c'est là qu'intervient Seven Chef, en tout cas les concepts, c'est qu'on parle des mêmes choses, quoi. On n'a pas besoin de répéter les choses. Donc, en fait, on devrait partir sur la même base de connaissances, en tout cas les basiques du Lean, que ce soit en Chine, en Inde, en Europe, vraiment pour qu'on puisse commencer à discuter ben voilà, au moins des mêmes approches et qu'on se comprenne au niveau du Lean. Ouais. C'est ça le but d'utiliser Seven Chef. Et bien sûr, la plateforme de gaming, il ne faut pas non plus le cacher.
le monde évolue. Les jeunes sont très. Bah, moi, je me mettais dans les jeux, hein. Mais les jeunes C'est je suis facile. on va dire, Mm. sont très branchés sur les jeux. Il faut regarder juste l'évolution en fait du boom des jeux en ligne. C'est énorme. Donc en fait, tout le monde est branché là-dessus. Donc il faut qu'on se serve en fait de cette passerelle jeu pour pouvoir en fait former. C'est l'avenir de la Mm. formation. Oui, oui, en fait, ça me fait rebondir sur une question qu'il y a dans le chat de Mariana qui nous demande si la formation et la sensibilisation sont adaptées aux modes d'apprentissage différents suivant les cultures. Donc, en gros, est-ce qu'il faut adapter la façon d'apprendre suivant les cultures? Alors, pas tant que ça. On a fait, en fait, au départ, on pensait tout au début du trial qu'on a fait, en fait, de l'essai, on pensait, donc on avait fait un essai avec Américains, Chinois, Italiens, Français et Tchèques. Et en fait, en Mm. mélangeant, bah, c'était des experts hein, qu'on a fait l'essai, Ouais. mais tout âge, tout sexe, je dirais presque toute religion confondue, pour essayer d'avoir en fait un panel le plus représentatif possible. Donc, il y avait des personnes qui avaient plus de 50 ans, qui atteignaient les 60 ans, il y en avait d'autres qui avaient 25 ans, etc., hommes, femmes. Et en fait, tout le monde, unanimement, a dit, ouais, si, le produit est intéressant. Ça m'a d'ailleurs surpris parce que je pensais que les plus âgés auraient du mal à accepter, en tout cas, le support. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. On était étonnamment surpris que Mm. ça accrochait partout. Mm, Euh, mm. voilà. Bah, nous, on l'a constaté, on a fait des tests dans plusieurs pays, dans une vingtaine de pays, donc Europe de l'Est, pays nordiques, Afrique, toute l'Asie, les États-Unis, l'Argentine, etc. Et en fait, la manière de former en jouant est assez universelle, en fait. Il n'y a pas trop de problème. Le Lean est aussi un langage universel. Donc, qu'on ait une ligne d'assemblage d'alternateurs en France ou qu'on l'ait en Argentine, ça reste une ligne d'assemblage d'alternateurs, c'est-à-dire qu'il y a toujours à peu près les mêmes étapes, etc. Par contre, ce qui est important, c'est d'adapter le rythme pédagogique, je trouve. Tu vois, quand on a testé sur Angoulême, par exemple, on a fait une demi-journée plutôt en présentiel avec du digital et on est tout de suite allé sur le terrain ensuite après, parce que Oui, c'était ce qui était demandé. Donc, en oui, fait, il faut être assez à l'écoute. Ça revient un peu au principe d'écouter le client, oui. d'écouter les utilisateurs pour dire, nous, on préférerait avoir un peu moins de digital et un peu plus de présentiel, ou on voudrait un peu moins de théorie et plus de projets, ou non, laissez-moi le temps de bien faire la théorie tranquillement dans mon coin parce que les rythmes pédagogiques ne sont pas les mêmes suivant les personnes. Et ensuite, je serai OK dans quelques semaines d'aller sur le terrain. Ça dépend beaucoup. Et c'est là où le digital est intéressant. Ça permet d'avoir une flexibilité assez forte. Ce que Et, j'ai et nous, on garde cette partie jeu aussi, surtout. Ouais. C'est aussi une classe virtuelle que vous proposez chaque semaine pour certains Oui, pour resynchroniser un petit peu tout le monde. qui sont enregistrés, parce qu'on sait bien dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas être longtemps à des midis qui tombent au milieu. Je dirais, on est maître, entre guillemets, tout un agenda, mais quand il y a un grand chef qui arrive et puis qui dit, tu auras un meeting ici, on ne va pas le refuser non plus. Donc, en fait, c'est enregistré, ça permet de revenir en fait sur la classe virtuelle. Ça, c'était plutôt aussi sympa. C'est-à-dire qu'on Ouais, ne peut rien. Alors, bien sûr, on ne peut pas poser des questions, mais ça n'empêche pas qu'après, avec l'équipe de Seven Shape, on reste en contact, on peut poser des questions. Donc, ça reste très, très flexible. C'est ça qui est intéressant aussi. Le ouais, limite et l'avenir, c'est la flexibilité. Voilà, c'est aussi un mot, je dirais, pour moi, qui est clé dans mon approche amélioration continue et lean. C'est ouais. flexibilité, 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 s'adapter. Ouais, ouais. Oui, puis le Covid a bien aidé pour ça, quoi, aussi, quoi. Du coup, alors, j'ai des petites questions sur le chat. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais les prendre, mais voilà. Alors, on a une question de Régis qui nous demande comment on crée ce vouloir. Tu nous as dit qu'il y avait le pouvoir, vouloir et je ne sais plus le troisième. Comment on crée ce Savoir, vouloir, vouloir, pouvoir. Bon, savoir, après, voilà. il y a plusieurs choses. Il y a aussi, les Américains disaient vision, incentive, alors vision, incentive, plan d'action, skills and resources. Après, chacun a son modèle en fait de déploiement et de façon de faire, hein. Mais donc, Ouais, le vouloir, ben, c'est là qu'en fait, je dirais l'importance d'avoir une équipe de direction déjà qui soit totalement engagée. Je répète, ça, si vous n'avez pas une direction qui soit engagée clairement, c'est impossible. Et nous, on a cette chance, en fait, de l'avoir. Donc, ça montre, en fait, la voie. Ça montre vraiment que les gens sont là, sont présents. Engagés, ça ne veut pas dire juste faire du PowerPoint et balancer. Ça veut dire aussi être présent vers les gens, hein, venir sur les sites, etc. Se montrer, voir, discuter avec les gens. Donc, ça, c'est important. De nouveau, c'est
on est des hommes hein, et des femmes. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on discute. Et c'est la communication qui fait en fait qu'on fait passer le message, on explique pourquoi faut qu'on aille là-bas, etc. C'est ça qui donne le vouloir. Hmm. Alors, il y a des réalisations. Dans le vouloir, on peut aussi montrer des belles réalisations. Nous, c'est ce qu'on essaie de créer aussi avec notre communauté. C'est d'avoir régulièrement, on a des stirco en fait au niveau de la BU, des stircolines, sur lesquels on fait du rewarding. On récompense en tout cas les personnes qui font des projets, présentent leurs projets en fait à la direction générale. C'est très motivant, c'est engageant, quoi. Voilà. Et ça peut être très bien aussi des opérateurs qui viennent, qui présentent leurs projets. C'est ça qui est motivant. Hein. Ouais. L'année dernière, j'étais à Angoulême, j'étais en France, donc du coup, on avait fait un workshop. La direction générale est venue en fait voir ce qui a été fait, comment ça a été fait, féliciter les gens. C'est par là que ça passe. Bien La sûr, après, on va dire reconnaissance, ouais. il y a l'argent, etc. Ouais, mais non, moi, il y a une partie, mais c'est pas ça qui fait le fondamental. Le fondamental, c'est s'intéresser aux gens et Hmm. s'intéresser à ce qu'ils font. En fait, moi aussi, j'ai une petite analyse là-dessus sur la partie vouloir, comment une entreprise veut absolument ou que les équipes veulent engager une démarche. Je pense, alors, il y a un parallèle qui va se faire un peu avec la question de Régis Vonarde. En fait, moi, je trouve qu'en général, les entreprises, elles veulent. Alors, il y a deux manières. Soit le comité de direction, les équipes sont très engagées à toujours s'améliorer et ça fait partie vraiment des gènes. Soit il y a des contraintes externes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des concurrents, il y a des évolutions de marché, des évolutions de produits, etc., qui font qu'il faut être meilleur, être plus performant si on veut rester en vie. En fait, c'est un peu ça. Et ça fait beaucoup le lien avec l'énergie. En ce moment, c'est hyper tendu dans les entreprises sur l'énergie. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé fin d'année ou début d'année prochaine. Et moi, je vois plein d'initiatives, grands groupes, PME, toute entreprise, qui, de cette contrainte, en ont fait une opportunité pour vouloir réduire leur gaspillage énergétique dans un premier temps. Et en fait, alors, faut pas en arriver, c'est dommage d'en arriver jusqu'à une contrainte externe forte qui fait qu'on est obligé de changer, mais c'est toujours un élément qui permet d'être plus performant. Moi, j'ai vu des entreprises qui fonctionnaient très bien, avec des taux de marge très hauts qui fonctionnaient très bien, très mal organisés, mais qui vendaient très, très bien. Bon, il n'y a pas trop de contraintes en fait là-dessus à être meilleur. Mais dès qu'un concurrent va arriver, va être un peu meilleur, qu'on va commencer à perdre des parts de marché, qu'on voit que nos marges ne fonctionnent pas très bien, que les équipes se délitent, que les gens commencent à partir, etc. Là, souvent, c'est déjà un bon indicateur pour dire OK, maintenant on sait que ça ne marche pas très bien. Comment on fait maintenant pour mettre en place quoi? Et je Et, pense aussi que la question de Régis venait plus aussi peut-être, alors peut-être que je me trompe, mais comment motiver les troupes, je dirais, directement dans le workshop. Et là, ce que tu dis, c'est là, je peux dire qu'ils s'alignent tous au niveau de la direction, c'est aligné. Là, c'est le workshop. Et le workshop, ça passe par le Daily Management System, hein, on l'appelle comme on oui, veut, hein, 5, etc. Et il faut passer les messages, il faut communiquer et être positif quand on communique. Hein, mmh, c'est ça, c'est la clé, ouais, quoi. ouais, C'est vraiment la communication avec les gens, hein, que ce soit à n'importe quel niveau. ouais. Du coup, alors j'avais une question qui va toucher un peu à l'environnement aussi, peut-être chez Leroy Sommer. C'est est-ce que Nidec ou Leroy Sommer pratiquent ou utilisent des approches type analyse de la valeur ou analyse de cycle de vie de produit? Oui, Voilà. Est-ce que c'est des choses que vous réalisez chez vous, ça? oui, oui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, je ne suis pas un Ouais, expert. c'est assez complexe, ouais, mais Le design, les achats, etc., qu'on fait toutes ces démarches-là. Mais oui, tout à fait, c'est des choses qui sont faites. Quand j'étais en fait en supply chain, c'est quelque chose, j'étais concerné par ce sujet. Donc oui, on regarde le cycle de vie des produits, est-ce qu'on peut les recycler, passer au carton, passer ici, passer, voilà. Tout ça, on regarde. Hein. Bien sûr, on regarde les produits qu'on met dans nos alternateurs, avec les ROHS, etc. Donc tout ça, c'est vraiment criblé. Vraiment, il y a des analyses très profondes sur le sujet. Oui. ok. Mais de Ok, toute façon, ok. on a vraiment une volonté de Nidec. Si vous regardez sur le site de Nidec, c'est très, très RSE. Hein. C'est vraiment, je dirais, c'est depuis le dessus, c'est l'impulsion est clé. Et ça me paraît, c'est bien. C'est dans l'air du temps. C'est ça que j'aime bien cette entreprise. C'est qu'on est vraiment dans l'air du temps. Quoi. Ouais. On n'est pas à la bourre, on est vraiment dans le truc. Voilà, on se pose des vraies questions. C'est bien. Et je pense que de toute manière, si on veut attirer tout profil, jeune ou moins jeune, l'environnement, une politique RSE, impact, c'est un must-have dans les chez les industriels. Il y en a d'ailleurs sur le chat Mariana qui nous demande si Nidec recrute.
Hey, welcome. Voilà. Tout à fait. Alors, pas tous les secteurs. Pour être Ouais, honnête. ça recrute où ouais, pour Nidec là, en ce Alors, il y moment, a des Leroy business Summer? units qui recrutent. Ça dépend après des business units. En France, en ce moment, bon, il y a une petite réorganisation qui est en train de se faire. Donc, voilà. Mais sinon, si on regarde dans les pays, alors je ne sais pas où est Mariana, il y a des sites en France où ça recrute, où ça va recruter. C'est sûr et certain. Il y a de l'organisation qui est en train de se mettre en place. Du côté Lean, on est en train aussi de regarder pour étoffer encore. On est en train de montrer, comme j'expliquais, il y a 3 4 ans, c'était un peu dans les différents départements. On n'avait pas vraiment de cellules ou en tout cas d'entité Lean à proprement parler. Maintenant, on a vraiment une entité Lean, on a des équipes Lean dans tous les sites. J'ai des correspondants en ligne maintenant dans tous les sites qui commencent aussi à créer leurs équipes. Donc voilà, nos sites, nous, ils sont à Orléans, ils sont à Angoulême en France, ils sont en République tchèque, ils sont à Bangalore ou à Hubli en Inde, Fuzhou en Chine. Mais après, ça s'étend plus que la BU à qui Oui, j'appartiens. il y a plusieurs BU, il y a plusieurs sites en En fait, France. on a une Ouais. BU, et par-dessus, on a une plateforme, et par-dessus, on a l'IDEC. Donc, c'est quelque chose comme peut-être 100 ou 200 sites industriels dans le monde. Donc, Donc, il y a voilà, forcément un job pour Mariana, quoi, c'est sûr, quoi. il y a forcément un job Ariana, elle s'intéresse aussi à la plateforme qui s'appelle, ou à un business qui s'appelle, ce BU qui s'appelle NIS. Voilà, ils ont des Oui, sites en France, ils ont des oui. sites en Italie. On est un peu cousins avec cette sub-BU. Voilà. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que plutôt des divisions avec des produits plus spécifiques, c'est ça? C'est en fait, c'est sur la partie, on va dire, conversion d'énergie. Ouais, Donc, voilà. c'est tout ce qui est batterie, conversion d'énergie, etc. Donc, c'est très intéressant, hein. Et l'idée qui est en train aussi de monter une joint venture avec, je me souviens plus du nom, je suis désolé, avec un leader, c'est très récent, norvégien, Sur la euh, batterie. sur la batterie. Donc, voilà, c'est des business d'avenir, quoi. Ouais, 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 ouais. Ok, top. Et alors, j'avais une question à Guillaume. Il y a une question de Guillaume aussi qui nous demande si on a formé des white belts chez Nidec, durée, nombre de personnes. Alors, en fait, au départ, comme le disait Nicolas, on voulait former beaucoup de white et de yellow. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a plutôt formé. Alors, ça va dépendre des sites. Typiquement, le site NIS du côté de Saint-Etienne, entre Saint-Etienne et Lyon, on a formé des yellow, des green et des white. Et des white, tout le monde en fait, on a fait une offre white pour accessible à tout le monde. Il n'y a pas de notion de diplôme ou de certification, c'est vraiment une sensibilisation. Par contre, sur certains sites, on s'est rendu compte que c'était mieux de former des yellow et un ou deux green, de lancer des chantiers. Et pendant les chantiers, et c'est là où on en est c'est que maintenant, ça va se faire, de former les white pendant un peu avant les chantiers, en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc, Ça. on teste les différentes choses. On pense que de toute manière, il faudra ouvrir les vannes. C'est des discussions qu'on avait eues notamment avec tes responsables, etc. De dire, il faut quand même absolument que tout le monde ait ce vernis Oui. amélioration continue, c'est quoi un gaspillage, c'est quoi les principes du lean, c'est quoi le Toyota Production System, c'est quoi un flux. Et déjà, c'est déjà pas mal, en fait. Ouais. Et en fait, ce qu'on veut, c'est, voilà, comme tu l'as expliqué, c'est pour l'instant aussi mettre des personnes qui montent un petit peu dans l'organisation, qui puissent être entre supports. Parce que si les whites ont des questions, on ne va pas revenir à chaque fois C'est ça. vers Seven Shell. Donc, il faut qu'on ait suffisamment une structure au niveau de tous nos sites qui puisse répondre aux questions des whites, qu'on soit Exactement. suffisamment solide. Donc, qu'ils puissent Être en répondre à autonomie. ces questions. Puis après, ouais, on passera, on va dire, à la masse. Oui, l'objectif, nous, c'est pas de tout le temps être le relais de formation, c'est qu'on crée des formateurs en interne chez Nidec qui puissent ensuite utiliser plutôt nos supports pour former et lancer des projets et aller chercher ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin comme support au moment où ils en ont besoin, quoi. Exactement. C'est aussi un intérêt aussi, c'est que les supports sont disponibles pendant un certain temps. Et donc, du coup, Oui, et comme on tourne en fait beaucoup de personnes sur la plateforme Seven Shape, les supports, en gros, avec tous les accès, on y a accès n'importe quand. Donc, ça, c'est vraiment aussi intéressant d'avoir des supports. mm, De nouveau, je répète, attention, ça, cette partie-là, c'est surtout formation aux basiques, à la notion de lean, à différents niveaux. En interne, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en interne chez nous, ce qu'on va faire pour vraiment qualifier quelqu'un en tant que Kaizen leader ou en tout cas lean expert, il faut absolument qu'on qualifie sur la base d'une pratique. On ne peut d'un pas faire. projet, d'une Donc, il y a pratique, un ouais, bien projet sûr. du on-job training. Donc, en fait, un Kaizen leader, c'est quelqu'un qui va probablement avoir piloté un atelier Kaizen, un projet, etc. Et un expert, c'est celui qui va encadrer plusieurs voilà, projets. Voilà. Mais il faut que ça soit validé par du concret, par des projets concrets, du savings, quoi. Savoir, Mm, voilà, il faut qu'il y ait des kilos de l'art derrière qui soient sauvés. Et qui soient, voilà. ouais.
Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et en plus, du coup, la montée en compétences, en skills, vraiment, en connaissances et en compétences de toutes les équipes, bah, c'est des équipes plus performantes, c'est des équipes plus épanouies. Tu peux détecter des talents qui peuvent monter à différents niveaux, changer de secteur, bouger entre les sites. Et aujourd'hui, c'est un must-have encore une fois. C'est clair, il faut absolument faire ça, quoi. On ne peut pas ne pas faire de formation. On avait fait un webinar précédemment où un gros groupe avait un peu omis cette partie formation sur la partie Lean et ils sont vite revenus en arrière parce qu'ils se sont dit non, mais en fait, ça évolue tellement vite. En plus, en ajoutant des briques 4.0, ça va encore plus vite. Donc, puis maintenant, on ajoute la brique environnement qui est hyper importante. Donc, effectivement, ouais, Faut monter, je dirais, doucement mais sûrement, et en consolidant. Et moi, je suis très, très satisfait des équipes qu'on a sur nos sites français, etc. Ils font un boulot formidable. J'en profite pour les remercier. C'est génial. On a une belle cool. petite communauté. On se voit régulièrement, toutes les semaines, par Teams de Zoom. Mais après, quand on peut se voir, on essaie de voir aussi et faire des échanges de bonnes pratiques. C'est ça qu'il faut. Ouais. Alors, il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. À ce moment-là, je vous invite à l'écrire vraiment hyper vite. Je ne sais pas, Nicolas, si tu avais des choses à rajouter, si tu as d'autres messages à passer. Je Non, pense je qu'on est pense plutôt pas que j'ai mal. fait le tour, quoi, hein. Moi, moi, ce que le lean, c'est voilà, c'est la passion, hein, c'est ça. Ce qui me dit que c'est toujours la passion, c'est que je pense toujours que, putain, je me dis toujours, on est en retard, on aurait pu aller plus vite. Ouais. Ça veut dire que j'ai faim, ça veut dire que j'ai envie, ça veut dire que voilà, il y a l'engagement et puis travailler avec les équipes, travailler avec les autres, c'est ça qui est génial. C'est Ouais. le partage, hein, c'est le partage de l'amélioration et de faire grossir et de grandir les équipes, grandir la société. C'est ça qui me motive en tout cas dans cette fonction. Ouais. Alors, on a une toute petite question de Bruno qui nous demande comment, c'est quoi le lien ou la place entre les équipes Lean et l'équipe qualité? Chez nous, la qualité est vraiment plus centrée sur le produit et les process. Le lean est vraiment plus centré sur la partie amélioration continue des process et des flux. Hein, c'est un petit peu ça la différence. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est ça. Donc, quelqu'un qui est à la qualité peut devenir un green belt, par exemple, par contre. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Il y a plein de sujets qui sont communs, hein. Voilà, l'amélioration Ouais. continue en elle-même, c'est un sujet. C'est vrai que souvent on dit c'est là aussi la qualité. Ça dépend dans les structures, qu'est-ce qu'on nomme en tant que qualité. Mais on Mm. peut très bien la mettre dans la qualité. Ce qui est important, c'est pas en fait où vraiment c'est positionné, c'est que ça existe, quoi. Si vous voulez mettre le lean dans la qualité, mettez le lean dans la qualité. Si vous voulez mettre le lean dans, je sais Le pas moi, logistique ou la le maintenance. à l'échelle, mais il faut que ça existe, il faut que ça soit un peu le point où les services peuvent se retrouver, l'amélioration peut se retrouver, l'amélioration peut être évaluée et coordonnée, quoi. Voilà. Ouais. Top. Super. Bon. C'est sur le gong, midi, pile poil. Tu vois, donc parfait, super. Bah, écoute, merci beaucoup. On a plein de merci dans le chat, là, c'est cool. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, merci Nicolas, merci Maxime, merci tout le monde, merci à tous ceux qui sont connectés. Si vous souhaitez contacter Nicolas, bah, allez-y. Il est sur LinkedIn, donc allez directement le chercher sur son profil, ajoutez-le. Si Et vous voulez puis, venir chez Nidec, et puis les voilà. références Nidec aussi seront là-bas avec les références EPG, la vidéo qui explique ce qu'on fait comme produit. Allez-y, on est présent sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà, super. Bon, Merci beaucoup, et bah, c'est un génial. webinaire de ce style. J'ai Tu beaucoup vois, ça apprécié. s'est bien passé. J'espère que ça s'est bien passé, Ouais, que c'était cool. vous avez apprécié. Voilà. Top, super. Et ben, merci beaucoup. Et puis, bah, à très bientôt, Nicolas, hein, bien sûr. Merci. Au revoir. Salut, ciao, ciao. Merci tout le monde. Ciao.